Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Jotna TV, c'est votre émission Café Patriotique numéro 6. Nous recevons aujourd'hui le docteur Ibrahim Beng, qui est un socio-anthropologue, qui a écrit un ouvrage intitulé La saga de l'islam au Sénégal, islamisation et dé-islamisation. Monsieur Ibrahim Beng, vous pouvez vous présenter un peu brièvement. Merci, M. Sow. C'est un immense plaisir de revenir sur ce plateau que j'admire beaucoup. Je vous suis avec beaucoup de passion et d'admiration. C'est un plaisir d'être là à nouveau avec vous. Merci. Vous êtes socio-anthropologue. L'ouvrage que vous avez écrit et qui parle de la saga de l'islam au Sénégal. D'abord, pourquoi vous avez écrit cet ouvrage? J'ai écrit l'ouvrage pour combler des vides, des manquements, tant sur le plan historique, sur le plan culturel que sur le plan idéologique. Sur le plan historique, parce qu'il y a énormément de vides, de hiatus sur l'histoire de l'islam au Sénégal, de thèses qu'il fallait apporter. Et souvent, la compréhension de l'islam au Sénégal, son historicité et sa confusion avec la société sénégalaise reste méconnue. Et souvent, l'histoire telle qu'elle est racontée par certaines personnes ou certains personnages semble être en décalage avec la réalité historique. Donc, il fallait, sur le plan scientifique, revenir sur les événements, leur chronologie, depuis le début jusqu'à maintenant, et partant développer un certain nombre de thèses scientifiques qu'il fallait démontrer par des arguments. Par rapport à la chronologie, on constate que votre ouvrage comporte deux parties. Oui. La première partie, c'est l'islamisation du Sénégal. La deuxième partie, c'est la désislamisation du Sénégal. Comment s'est passée l'islamisation du Sénégal? Oui, la première thèse qu'on a voulu défendre, parce que ça va à l'encontre des idées reçues, parce que il est souvent communément admis, en tout cas, que l'islam débute avec les grandes figures. Or, la réalité de l'islamisation, les grandes figures, parce que souvent dans la conscience populaire, on assimile le début de l'islam à l'émergence des grandes figures islamiques. Or, l'islam a pénétré en tout cas les contrées du Sénégal depuis les temps du prophète, depuis 666, c'est-à-dire 40 ans après la mort du prophète déjà l'islam était déjà présent dans les contrées, en tout cas au Sénégal, ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme faisant partie du Sénégal. Donc ça, c'est souvent méconnu des populations. Et il fallait montrer l'ancienneté de l'islam et montrer comment l'islam a régné, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal et surtout par rapport à certaines grandes institutions, et montrer comment il a structuré, la religion a structuré effectivement les grandes réalités sociales, culturelles et cette dynamique, cette historicité de la société sénégalaise. Donc c'est pourquoi il fallait commencer par le commencement, depuis le début, et montrer qu'effectivement, dès 666, effectivement, l'islam a commencé à administrer toute la société sénégalaise, contrairement aux idées reçues. Et comment ça s'est produit? Comment ça s'est passé? Cet islam-là, il est venu comment au Sénégal? Oui, l'islam est venu en trois phases. La première phase, c'est déjà du temps du prophète avec le 5e calife, Muawiyah, qui a dépêché son général Okba ibn Nafi, qui a continué la conquête, cette grande conquête des Sahaba, des compagnons. Donc lui, il s'est déjà implanté en Tunisie, c'est-à-dire en 661, et il a continué son aventure, n'est-ce pas, jusqu'au Sénégal, au confins du fleuve Sénégal, en 666, effectivement, à partir de ce moment-là, avec beaucoup de ses condisciples, de ses compagnons, ils ont installé, c'est du temps de l'Empire du Ghana, effectivement un royaume qui était un royaume purement islamique sur la base de l'islam, et toute la législation de cet empire qui comprenait le Sénégal, le Mali, etc. Et ça a été régi par des lois islamiques et par
par les compagnons du prophète, à savoir Muawiyah et l'Empire omeyyade. Après cette étape, quelle est l'étape suivante? La deuxième étape, c'est l'islamisation par les Berbères. Après, les Berbères qui étaient des Africains un peu plus blanches, n'est-ce pas, qui ont repris avec les Lemtouna, qui ont repris l'islamisation. Avant maintenant, plus tard, avec les Almoravides, effectivement, on a commencé à la fin des Almoravides à voir émerger effectivement des dignitaires d'épéens religieux, mais à la peau noire, n'est-ce pas, qui sont vraiment des figures locales, n'est-ce pas, qui commencent effectivement à reprendre le flambeau par rapport à la chefferie. Donc, il y a 3 étapes fondamentales. La première étape, c'est l'islamisation à partir de l'Arabie, des compagnies de prophètes. La deuxième étape, c'est l'islamisation par les Berbères avec les Almoravides, qui étaient essentiellement composés de guerriers noirs, hein, les Toucouleurs, les Soninké, etc. Donc, si on comprend bien, l'Empire du Ghana était donc administré par des gens à peau blanche. Effectivement, c'est-à-dire l'Empire... C'est pas un empire soninké, donc. C'était un empire soninké. C'était un empire soninké, donc c'est l'empire du Ghana. Si vous vous rappelez très bien, la capitale de l'empire du Ghana, c'est Kumbi Saleh. Saleh vient de Salah, c'est-à-dire prière. Donc la capitale, au début, les conquérants s'étaient implantés au niveau de Kumbi, qui était devenu un lieu de prière. Beaucoup de mosquées, il y avait 12 mosquées. Et progressivement, effectivement, l'empire du Ghana était devenu un empire islamique. Donc, avec la conversion de beaucoup de dignitaires et de figures emblématiques comme les Cissé, etc., l'empire du Ghana est devenu un empire islamique, ce qui est connu, ce qui est méconnu. Et d'ailleurs, même l'empire du Mali, qui a succédé effectivement plus tard, beaucoup plus tard à l'empire du Ghana, avait des bases, des relents islamiques. Ce que ne nous enseignent pas les différents ouvrages, en tout cas l'histoire telle qu'elle est enseignée par l'Occident, n'est-ce pas, ne nous montre pas que la base de ces empires-là, de ces grands empires, étaient des bases islamiques et avaient des fondements religieux. D'ailleurs, les Keïta qui sont à l'origine de cet empire du Mali, n'est-ce pas, détenaient ce pouvoir du fait qu'effectivement, ils s'identifiaient à Bilal, qui était un des compagnons du prophète, et ce qui leur donnait cette légitimité, n'est-ce pas, cette aura auprès de la population. Donc, toute l'administration, toute la législation avait comme fondement, effectivement, l'islam et la constitution islamique. Ce qui est malheureusement méconnu de la population. Maintenant, après les Berbères, il y a eu dans votre ouvrage, vous parlez de l'islamisation interne. Qu'est-ce que vous appelez islamisation? L'islamisation interne, c'est-à-dire, c'est au moment où, effectivement, les dignitaires à la peau noire, n'est-ce pas, des natifs de la zone, n'est-ce pas, comme les Keïta dont je parlais tout à l'heure, et d'autres figures emblématiques à partir du XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, comme les El Hadj Omar, etc., ont repris le flambeau, n'est-ce pas, et ont continué cette expansion de l'islam. Donc ça, c'est à partir du XIIIe, XIVe, XVe et jusqu'au XIXe, voire XXe siècle. De grandes figures de l'islam, n'est-ce pas, qui sont des figures endogènes, n'est-ce pas, ont commencé à reprendre le flambeau de cette conquête islamique et continuer la conquête pour effectivement aller convertir les populations du Sud. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi des Serigne Wolof et des Almami Toucouleurs. Voilà, vous faites allusion à Pire, à l'université de Pire? Oui, il y a les Almami Toucouleurs et les Almami Wolof, effectivement, qui ont repris le flambeau. Je fais allusion à Thierno Souleymane Baal, je fais allusion à Abdelkader Keïta, etc., à El Hadj Omar, Abdelkader Khan, excusez-moi, Abdelkader Khan, El Hadj Omar, etc. Toutes ces grandes figures qui ont repris le flambeau déjà à partir du XIVe siècle, hein, déjà depuis les Keïta, c'est l'Empire du Mali qui a administré tout le Sénégal et en fait tout le Soudan occidental, qui avait un fondement islamique. Donc après ces grandes figures, n'est-ce pas, nous avons, à partir de l'université de Pire, qui était une grande université islamique, et ça, la deuxième thèse que j'ai défendue dans le livre, c'est qu'on nous a longtemps fait croire que nous n'avions pas de civilisation, nous n'avions pas d'histoire, nous n'avions pas de grandes figures. Or, il fallait démontrer que durant toutes ces périodes précoloniales, n'est-ce pas, ces empires étaient des empires rayonnants,
n'est-ce pas, qui développait beaucoup la science islamique, la grammaire, etc., et qui voyageait partout, qui avait des disciples, des étudiants qui voyageaient partout, il y avait des grandes architectures, etc. Et ça, c'est ça qu'il fallait démontrer. Ça va montrer dans un deuxième temps, effectivement, que ces grandes contrées étaient non seulement à base islamique, mais c'était des contrées très, très développées parce que l'école a réussi à nous faire croire que la civilisation a commencé avec la colonisation et que les grandes figures, les grandes découvertes, la science a commencé. Donc, il fallait démontrer qu'il y avait beaucoup d'universités avant la venue des Blancs. L'université de Pire en faisait partie, il y a énormément d'universités, que les Blancs ont brûlé, ont effacé de nos mémoires, de nos ouvrages, etc. Et l'université de Pire fait partie des grandes universités qui ont sorti de grandes figures, qui ont révolutionné le contrée. J'ai fait allusion à Souleymane Baal, qui, à partir de cette université, a fomenté tout ce coup d'État qui a renversé effectivement. Si on vous comprend bien, les royaumes qui étaient là étaient régis par l'islam, effectivement, et non par les traditions. Voilà, il y avait les traditions, mais surtout les lois islamiques, et c'était une société très arabisée. Si vous analysez la langue wolof et quelquefois la langue toucouleur, vous allez vous rendre compte que la base même de ces langues, c'est l'arabe. Donc, c'était des royaumes, des sociétés très arabisées, avec des lois islamiques, des fondements islamiques, etc. Et il y avait aussi une chefferie religieuse qui était très ancrée, ce qu'on appelle les sérines. Les sérines, effectivement, viennent de ces tréfonds, de ces traditions ancestrales, n'est-ce pas, qui ont duré et qui, effectivement, régissaient toute la société. On nous a fait croire que l'islam est quelque chose de très superficiel, qui est venu avec certaines figures, n'est-ce pas, et qui est venu se rajouter à des traditions locales. Or, ces traditions-là avaient comme base, comme fondement même, la religion islamique. Et c'est ça qu'il fallait démontrer dans l'ouvrage, et c'est ça qui était méconnu à la thèse. L'islam a trouvé ici des traditions quand même, des traditions qui étaient là. Oui. Et ces traditions-là étaient à la base aussi des structures sur place. Donc, même avec l'islam, on retrouve ces traditions-là aussi dans nos pratiques aussi. Oui, il y avait des traditions animistes qui ont été en concurrence avec la religion islamique. Et c'est quelquefois une concurrence qui était très, très violente, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas que la tradition, il n'y avait pas que l'animisme pendant longtemps jusqu'au 19e. Non. Il y avait dès le départ, pour donner un exemple, dès le 7e siècle, il y avait effectivement des Sénégalais bon temps, comme Salam Cissé, qui sont partis faire le pèlerinage à la Mecque. Donc, l'homme le plus riche de tous les temps, qui est parti avec énormément de lingots d'or, Kanka Moussa, n'est-ce pas, faisait son pèlerinage, ses actions sur la base des préceptes et des principes islamiques. Donc, c'est lui qui a ramené énormément de savants, n'est-ce pas, qui ont restructuré la ville, n'est-ce pas, qui ont construit de grands édifices, n'est-ce pas, de grandes institutions sur la base islamique. Donc, il y avait effectivement une concurrence. Et cette concurrence-là qui a amené effectivement l'islam d'épée, surtout par rapport aux dignitaires noirs qui ont fait des djihad, et notamment contre les populations sérères, n'est-ce pas, qu'ils ont repoussé au sud parce que ces populations-là habitaient auparavant au nord, c'est-à-dire en Mauritanie, etc. Et c'est progressivement que ces populations, fuyant les combats et l'islamisation, se sont retrouvées progressivement au sud. Donc c'est pour fuir mais dans les termes wolof, dans le langage wolof, dans la façon de comprendre wolof, on peut se rendre compte que l'islam a un fondement très très solide et très ancestral. Dans la deuxième partie, vous parlez de désislamisation. Oui. Cette désislamisation-là, elle s'est produite comment? Ce sont les populations qui se sont elles-mêmes désislamisées, ou bien est-ce que ce sont des éléments extérieurs qui sont venus pour imposer cette désislamisation? Oui, la désislamisation était un projet mûri, conçu et animé par de grandes figures. Parce que en Europe, au 14e, 15e, 16e siècle et avant même le siècle des Lumières, on a toujours cru que les populations africaines n'avaient pas de culture,
n'avaient pas de civilisation, étaient très proches des primates que des êtres humains. Donc, ils avaient, avec l'aide des anthropologues, Kroger, etc., ils ont toujours fait véhiculer ces idées. Donc, en venant en Afrique, ils avaient comme mission, n'est-ce pas, d'apporter la civilisation. D'apporter la civilisation. Il n'était pas question de laisser une quelconque culture. Donc, ils sont venus avec cette façon de voir, venir civiliser les populations africaines. En même temps, en Europe, il y avait effectivement une certaine révolution qui commençait à naître avec le siècle des Lumières et qui consistait à combattre l'idée de religion parce que la religion a longtemps dominé le monde occidental et il y avait un courant à partir du siècle des Lumières qui voulait lutter effectivement contre les religions. Voici les deux courants qui se sont rencontrés en Afrique. Vous dites que ces courants-là sont animés par des francs-maçons. Oui, des formations qui sont à l'origine de la révolution 1789. La révolution française. La révolution française a été portée par des francs-maçons. Et leur devise, c'était quoi? Ni Dieu, ni maître. Il fallait détruire l'autel, tout ce qui est autel, tout ce qui est chef religieux, etc. Et libérer la société française, la société occidentale de façon générale, de cette idée de religion, de cette idée de superstructure religieuse, effectivement, qui dominait la société occidentale et surtout qui les rendait esclaves. Donc, leur mission était très simple, détruire tout ce qui est religieux, aussi bien dans la mentalité que dans les lois. Donc, ce sont les mêmes acteurs qui étaient les administrateurs, les républicains à l'époque, n'est-ce pas, et qui ont mené cette conquête vers l'Afrique. À leur grande surprise, ils ont trouvé une civilisation. Laquelle? La civilisation, tout couleur, les Almamis, etc. Africaine ou islamique? Non, c'était islamique, la base islamique, elle est africaine, mais la base islamique. Par exemple, la révolution Torodo, si je prends par exemple l'exemple de Thierno Souleymane Baal, n'est-ce pas, c'était une république islamique, la république Lebou, c'était une république islamique. C'est après, mais avant la révolution Torodo, il y avait des royaumes traditionnels aussi. Oui, mais ces royaumes, par exemple, si on prend la république de Lebou, par exemple, c'est des vraies républiques, c'est des vraies démocraties, etc. Donc, ils ne pouvaient pas imaginer... Oui, mais elle est traditionnelle quand même. Oui, traditionnelle dans le sens où c'est à la suite de plusieurs strates historiques, oui. Mais c'est traditionnel, pas dans le sens d'anti-islamique. C'est traditionnel dans le sens d'historique, par rapport à l'historicité. Donc, ils ont trouvé, si je prends l'exemple de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage a été aboli par Thierno Souleymane Baal bien avant la Révolution française. Bien avant la Révolution française. Donc, les structures qu'ils ont trouvées là, et il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont signalé. Ils ont été surpris de voir qu'au Sénégal, en particulier dans la contrée, il y avait des structures très puissantes, des institutions très puissantes, il y avait la civilisation. Et que les Noirs qu'on considérait comme des primates, comme très proches des primates sans culture, effectivement, avaient des cultures quelquefois qui étaient supérieures. Donc, il fallait effacer cette culture. Il fallait endiguer cette culture et remplacer cette culture par effectivement la culture occidentale. Et comment ils ont fait? Assimilation. Comment ils ont fait? Ils l'ont fait d'abord. Les actions étaient très ciblées. D'abord, il fallait enlever la chefferie religieuse. C'est pourquoi ils ont décapité tous les chefs qui étaient des chefs religieux. Ils les ont déportés, etc. Ils ont changé la loi, les lois et les tribunaux islamiques, à base islamique. Ils les ont changés par des lois qui étaient des lois plus proches, effectivement, des réalités athées de l'époque. Et les personnes qui faisaient ces lois, c'était les administrateurs qui étaient tous des francs-maçons, c'était les chefs des armées, c'était les industriels comme les pommes, etc. Les négociants, les commerçants, etc., qui régissaient un peu l'économie de l'époque, n'est-ce pas, tout le commerce. C'était à partir de Saint-Louis, n'est-ce pas? Parce que Dakar n'existait pas. Dakar existe à partir de 1904. Donc toute la zone de Dakar et autres, pratiquement, c'était une zone presque inhabitée. Même les Lebou qui ont commencé à habiter sont venus du nord, sont venus de Linguère, etc. Et pour migrer progressivement vers Dakar. Mais donc le centre culturel, le centre géographique du Sénégal, c'était tout ce qui tournait autour du Fouta, du Djolof, etc.
et c'est progressivement. Donc, ils ont cherché à administrer l'économie, les lois, changer les lois, et ils l'ont dit. Ils ont empêché l'ouverture d'écoles coraniques. Ils ont brûlé toutes les universités qui existaient, les ouvrages, si je prends l'exemple d'Abdoulaye Niasse, qui est le père de Ibrahima Niasse, n'est-ce pas? Ils ont pratiquement détruit tous les ouvrages qu'il avait écrits, énormément d'ouvrages. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont brûlé les universités, ils ont détruit les ouvrages, ils ont changé les lois qui étaient des lois islamiques, ils ont imposé l'école, et même l'ouverture des daras, n'est-ce pas, était assujettie à des conditions. À des conditions parce qu'il faut que les élèves fréquentent l'école, etc., etc. Donc, il y a énormément de lois qui ont été prises. Il y a une autre loi aussi qui a été prise parce qu'ils savaient qu'au niveau du Sud, l'islam n'avait pas encore gagné la région du Sud. Donc, ils ont interdit l'ouverture d'écoles coraniques, par exemple, à partir du centre. Du centre jusqu'au Sud, personne n'avait le droit d'ouvrir une école coranique. Donc, c'est à dessein. C'est à dessein qu'ils ont combattu la religion islamique. C'est à dessein qu'ils ont voulu remplacer toute la culture islamique, effacer de nos mémoires, effectivement, cette civilisation qui était une civilisation islamique ancestrale. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi des écoles privées qui sont installées aussi au Sénégal. Oui, comme je l'ai dit, il y a deux dynamiques. Il y a la dynamique des athées, qu'on appelle les francs-maçons de l'époque, qui sont à l'origine de la révolution de 1789, qui a amené au pouvoir tous ces francs-maçons, etc., et qui ont continué cette pratique, n'est-ce pas, au niveau des colonies. Mais en même temps, il y a la christianisation, n'est-ce pas, avec les sœurs Saint-Joseph de Cluny, etc., qui ont accompagné paradoxalement cette mission de civilisation, d'assimilation. Les sœurs Saint-Joseph de Cluny et autres, Anne-Marie Jaoué et autres, sont venus. Anne-Marie Jaoué? Oui, à implanter des écoles, des écoles ici en Afrique et notamment au Sénégal. Et c'est le début des écoles. Donc il y avait deux types d'écoles. Il y a l'école des fils de chefs qui a été créée par les colons, n'est-ce pas, qui avaient pour dessein, n'est-ce pas, de coloniser et de changer la conscience. Et il y avait l'école des sœurs, n'est-ce pas, qui était venue pour évangéliser, pour accomplir leur mission d'évangélisation. Donc, la mission première de l'école n'était pas d'instruire. La mission première de l'école, en tout cas l'école sénégalaise, était d'assimiler. En tout cas, dans l'objectif, par rapport à l'objectif des colons, c'était l'assimilation. Faire en sorte que le Sénégalais, l'autochtone, l'indigène réfléchissent comme le blanc, comme l'occidental, efface la culture locale, n'est-ce pas, et remplace cette culture par la culture occidentale. Ce qu'ils ont assimilé ce qu'ils ont, ils ont eu un terme très clair, très net, c'est l'assimilation, c'est la politique de l'assimilation. À côté et parallèlement à la politique de l'assimilation véhiculée par l'école, nous avons effectivement l'école catholique, qui était une école missionnaire, qui avait comme objectif l'évangélisation. C'est-à-dire, cette école essayait effectivement de créer des catholiques, d'évangéliser, n'est-ce pas, de porter la voie du christianisme. Donc, voici les deux missions principales de l'école et qui, à un moment donné, en 1903, en tout cas au niveau du Sénégal, a commencé effectivement à se télescoper. Donc, si on vous comprend bien, on peut dire que l'islam n'a pas fait une progression. Si on compare les deux époques, oui. Actuellement, on est à 95% de musulmans au Sénégal. Oui. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, tout ce que vous avez développé avec cette désislamisation, on peut dire que l'islam a fait une progression aujourd'hui ou bien que ça a été un recul? Oui, l'islam a beaucoup progressé de par le nombre. De par le nombre, c'est-à-dire si on dénombre les personnes qui se disent musulmans, effectivement, on peut se rendre compte que près de 95% se disent musulmans. Mais si on compare les deux sociétés, la société actuelle, après la mission de la colonisation, c'est une mission civilisatrice, et la société avant conquête coloniale, on peut se donner la comparaison. Pourquoi? Parce que
cette société était une société très arabophone. La culture arabe était une culture très présente. Cette culture, dans cette civilisation, dans ces moments-là, c'est l'islam qui régissait les lois, qui était à l'origine de toutes les lois. C'est-à-dire, il y avait les cadis, il y avait des tribunaux islamiques, et la chefferie était une chefferie islamique. Du temps de la colonisation aussi, il y avait ces tribunaux-là. Oui, mais les colons l'ont progressivement supprimé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus maintenant même parce qu'il fallait y aller doucement, parce qu'ils ont commencé par supprimer la tête, la chefferie islamique, après la culture islamique, n'est-ce pas, et progressivement arriver effectivement à assimiler les autochtones, ce qu'ils ont réussi à faire. Aujourd'hui, l'école est devenue une religion universelle. L'école, comme disait Cheikh Ahmadou Kane, permet de lier le bois au bois. Mais comme l'a posé effectivement de façon très brillante Cheikh Ahmadou Kane dans la voiture ambiguë, ce qu'on a acquis vaut-il ce qu'on a perdu? Parce que l'école est devenue une religion universelle, une religion qui vous permet effectivement de lier le bois au bois, mais en réalité, toutes les valeurs qui ont été véhiculées par l'ancien système de formation dans les daras, dans les universités islamiques, etc. D'ailleurs, ces universités islamiques n'existent plus. Auparavant, les universités islamiques essaimaient un peu partout. Les étudiants quittaient les contrées pour aller vers d'autres horizons assez lointains comme l'Arabie, etc., le Maroc, l'Égypte, etc. Et revenaient avec vous. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Donc, il y a le remplacement de ces universités qui avaient un volant, en tout cas une base islamique, par une école qui est désenchantée, n'est-ce pas, qui effectivement se focalise sur les sciences et les mathématiques. Il y avait effectivement beaucoup de scientifiques qui étaient à la fois scientifiques, juristes et imams. Aujourd'hui, il y a une certaine dichotomie entre les sciences détenues par ces anciens savants. Donc la chefferie n'existe plus, il n'y a plus une chefferie, n'est-ce pas? Il y a la très grande puissance des sérines de l'époque qui administraient, qui avaient des disciples, qui étaient à la fois militaires et religieux et qui leur permettaient effectivement... Du point de vue de la population, vous pensez que à l'époque, la population connaissait mieux la religion musulmane? Ah oui, oui, oui. Ah oui, les populations étaient beaucoup plus instruites. C'est ça, en fait, l'effet. Du point de vue religieux? Du point de vue religieux, c'est ça, en fait. Même aujourd'hui, pour voir quelqu'un qui parle couramment arabe, n'est-ce pas, qui maîtrise la science de l'arabe, c'est très difficile. C'est vraiment des rescapés du système traditionnel. C'est des rescapés. Alors qu'auparavant, c'était les normes de la formation, c'était les normes de l'éducation. C'est en fait ce que les colons ont réussi à nous faire comprendre. Ils ont réussi à nous faire comprendre que nous n'avions pas de civilisation, nous n'avions pas de culture, et que l'islam est une religion presque importée, qui est très récente, etc. Une religion très récente, etc. Ce qui est archi faux. Les tribunaux, si vous prenez l'exemple de Diallo Souleymane Baal, qui était là au XVIIe siècle. Oui. Et c'était une république islamique. Oui, c'était la République, c'était l'État. Mais les populations elles-mêmes, est-ce qu'elles avaient cette connaissance-là islamique? Parce que il y avait des universités islamiques partout. Les daras ce sont les Français qui ont empêché l'expansion de ces daras et qui les ont remplacés. Et c'est des textes, c'est des lois qui sont des lois. Je prends n'importe quel exemple en 1950, par exemple, des textes qui sont très clairs. Tout comme Douva devait bénéficier de l'autorisation qui était accordée qu'après le code ait été lu, analysé et jugé, etc. Donc en 2004, c'est très clair. C'est des textes qui sont écrits. Ils ont dit, plus soucieux encore de rendre à nos écoles publiques une clientèle nombreuse d'enfants que les marabouts leur enlevaient au détriment de notre légitime influence. Et ça, c'est des lettres du gouverneur qui, effectivement, c'est en 2003, le gouverneur de l'AOF qui a écrit. Et donc, c'est une mission qui est très claire. Donc, il fallait fermer les écoles, fermer les daras, les remplacer par l'école française pour que progressivement, que les populations arrivent à oublier les traditions, à oublier l'islam, etc., à accepter d'être régies par les lois qui sont des lois napoléoniennes. C'est exactement, effectivement. Oui. Mais selon vous, est-ce que l'islam en tant que religion, mais par rapport à la culture, à la civilisation arabe,
Si l'Afrique adopte cette culture et cette civilisation arabe, est-ce que ce ne serait pas une sorte d'assimilation aussi? Non, c'est ce que l'Occident nous a laissé croire, laissé comprendre que, effectivement, que la religion, c'est une civilisation arabe. Non, je n'ai pas dit de la religion, mais du point de vue de la civilisation, de la culture. Oui. Parce qu'il y a la religion, mais il y a la culture aussi. Du point de vue culturel. Donc, parce que du point de vue culturel aussi, on a des valeurs qui sont spécifiques à l'Afrique. Et si maintenant, du point de vue culturel, civilisationnel, les Africains adoptent la civilisation arabe, est-ce que ce ne serait pas une sorte d'assimilation aussi, assimilable à c'est tout le contraire, c'est-à-dire la mission du colon français, c'était une mission d'assimilation, de civilisation, et c'est écrit noir sur blanc. Assimilation, c'est-à-dire remplacer toutes les valeurs de culture, de religion par la valeur française qu'ils ont appelée, avec un terme précis, assimilation. C'est une mission civilisatrice. Or, les conquérants arabes du 7e siècle n'avaient pas une mission d'assimilation ni de civilisation. Ils avaient comme mission de montrer l'islam par rapport à des textes de loi, par rapport à des pratiques culturelles, par rapport à des croyances, des systèmes de croyances. Et quand ils sont venus, ils ont cohabité dans l'Empire du Ghana, en tout cas, avec les dignitaires qui étaient là et leurs traditions. Et même le serpent qui a été tué, parce qu'il y avait un serpent qui s'appelait Bida. Voilà, Bida qui était là, et parce qu'il y avait le totémisme. Ceux qui ont tué le serpent, ce n'est pas forcément les Arabes. Ce sont effectivement les autres qui ont tué le serpent et qui se sont départis des traditions qui étaient en contradiction avec la religion. Mais la culture était intacte. La culture n'était pas touchée. Donc, ils ont touché à certaines pratiques religieuses et certaines pratiques culturelles qui étaient en contradiction avec la religion islamique. Mais tout ce qui est chefferie, tout ce qui est relations, etc., ils n'ont pas touché. C'est vrai que l'arabe, en tant que langue, véhicule des valeurs de civilisation et de culture, mais c'est d'abord et avant tout en tant que langue de la religion. Donc, c'était une langue universelle, c'est une langue de la religion, mais il n'y avait pas, n'est-ce pas, une hégémonie, une volonté, en tout cas des velléités de changer la culture ou les valeurs de civilisation locale. Or, tel n'est pas le cas avec même la colonisation à la française diffère de la colonisation à l'anglaise. La colonisation à l'anglaise a laissé, disons, les cultures locales intactes. Elle n'a pas touché à la chefferie, mais la colonisation à la française, c'est une colonisation erratique. C'est erratique, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire ceci, de faire cela, donc à effacer toutes les valeurs de civilisation. Oui. Donc, voilà, aujourd'hui, que le débat sur la laïcité s'est posé, qu'il y a même des problèmes, des contradictions énormes entre les aspirations des populations, les aspirations réelles des populations et les lois de la République que ces populations ignorent parfois. Quelle est, selon vous, la solution aujourd'hui? C'est de retourner à ces états dont vous parlez, ou bien c'est le premier effet, la première conséquence du travail de la colonisation, en tout cas à la française, le premier résultat, c'est le fait de nous faire croire que l'islam est une religion de violence, est une religion d'extrémisme, est une religion fondamentaliste, etc. C'est-à-dire que ça fait partie de leur objectif pour qu'on divorce d'avec l'islam et ses principes. Aujourd'hui, quand on parle de charia, on pense terrorisme, on pense guerre, etc. Et ça, c'est l'effet de la colonisation. Et la première rupture à apporter, n'est-ce pas, c'est de nous réconcilier avec l'islam. On ne peut pas accepter, par exemple, qu'une personne fasse des lois selon sa conscience, selon sa vision, et nous refuse la possibilité d'accepter des lois ou des principes qui sont propres à notre propre religion. Et ça, c'est le premier combat à mener, c'est-à-dire la réconciliation du Sénégalais avec sa religion. Et le fait de croire qu'on peut être musulman en s'arrêtant
à certaines pratiques culturelles seulement, les quatre ou 5 piliers de l'islam, que ça suffit pour être musulman. Et ça, c'est le lot, l'effet effectivement de cette politique d'assimilation. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénégalais, l'Africain et les musulmans, pour la plupart du temps, en tout cas par rapport à la sphère de colonisation française, de plus en plus s'éloignent des principes, en tout cas législatifs, de l'islam. Quand on parle de charia, automatiquement, le musulman lui-même, il a peur. Oui, donc dans ce cas... Et la dernière fois, Donc, quand le ministre français voulait identifier les terroristes, il a dit, c'est ceux qui portent des barbes, qui ont des signes sur le front et qui vont à la mosquée. Oui, mais maintenant, si on propose la charia, si on proposait la charia, à vous comprendre peut-être, on aurait peut-être pu penser que ce sont les populations elles-mêmes qui seraient réticentes. Oui, mais la charia, en tout cas les tribunaux islamiques, administraient la société jusqu'à une époque récente. Il y avait effectivement les tribunaux islamiques, avec des cadis qui sont formés à la science islamique. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Je ne propose rien, je suis en train... Qu'il n'y ait pas de laïcité? Non, je ne propose rien, je suis en train d'analyser. Je ne propose rien, je suis en train d'analyser. Non, en fait, dans mon analyse... Nous voulons quand même par rapport à votre ouvrage. Dans donc, mon ouvrage, si on vous comprend bien, les choses marchaient, les États ou les structures que la colonisation a trouvées ici, qui s'inspirent de l'islam, qui ont l'islam comme fondement, ces structures-là marchaient très bien. Étaient en harmonie avec la culture et nos civilisations, nos cultures n'étaient pas des cultures rétrogrades. C'est la première thèse que j'ai défendue, que l'islam structurait les valeurs, etc. L'islam était la religion d'État. Oui, la religion d'État, avec les sérines, ce qu'on appelait les sérines. Oui. Soit directement, soit ils étaient accompagnés. Les populations étaient instruites aussi dans la religion musulmane. En majorité, oui. D'accord. Voilà. Maintenant, ce n'est plus le cas. Oui. Ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de trouver quelqu'un qui va à l'école et en même temps qui arrive peut-être très rarement, peut-être au niveau de Saint-Louis, etc., qui continue à lutter pour avoir le temps, n'est-ce pas, à consacrer en tout cas à la religion, premièrement, et la religion approfondie. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous enseigne dans les daras, c'est les béabas. Nous, on a fait les daras, les autres ont fait les daras, mais c'est juste quelques sourates qu'on apprend pour prier. Alors que la formation qui était dispensée antérieurement dans ces universités, c'est des formations complètes qui allaient jusqu'à des sciences, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, etc. Et c'est des étudiants qui voyageaient partout dans le monde. Est-ce que ces universités-là, à l'époque, ne concernaient pas une partie de la population, une minorité à l'époque? Est-ce que ce n'est pas une minorité qui fréquentait ces universités-là? Aujourd'hui, est-ce que c'est la majorité qui fréquente les universités? C'est comme aujourd'hui, il y a énormément d'universités qui ont été brûlées. Bon. Mais quand on parle d'université, c'est pratiquement les daras. Par exemple, les villages soninké. Tous les villages soninké étaient pratiquement des villages islamisés. Tous les villages soninké. Tous les villages tout couleur. Tous les villages lébou. Wolof étaient des villages islamisés à 100%. Il n'y avait que les Sérères, n'est-ce pas, qui avaient été un peu qui sont venus du nord, qui ont fui l'islamisation, etc. Donc, il y avait une véritable islamisation de la société. C'est pas une islamisation superficielle qui concerne une partie. C'est vrai qu'il y avait un syncrétisme religieux. Effectivement, et c'est ça qui a expliqué la venue des Abbassides à la place des Omeyyades, parce qu'effectivement, ils pensaient que l'islam n'administrait pas assez, n'est-ce pas, les contrées, n'est-ce pas, qui dominait. Oui, c'est vrai, il y avait un syncrétisme religieux. Mais il y avait des foyers, il y avait des sources, il y avait des dynamiques, effectivement, qui participaient effectivement à l'islamisation de la société. Aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Ces foyers s'éteignent les uns après les autres. Ces foyers, c'est quoi? C'est les universités islamiques, ça n'existe plus aujourd'hui. On construit des universités islamiques. Elles sont où? Il y a une université qui est en train d'être construite à Touba. En train? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une seule université islamique ici, existante?
il y a de grandes écoles, Il n'existe pas d'université. Il y a de grands foyers religieux. Non. Est-ce qu'il existe une université islamique? Les daras, vous voyez l'état dans lequel ils se trouvent. En fait, qu'est-ce que vous appelez université? C'est les vraies universités, c'est-à-dire à l'image des universités occidentales. Parce que c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même les universités occidentales, elles ont été créées à l'image des grandes universités islamiques de partout dans le monde. Sur quel plan? Sur le plan du contenu ou sur le plan des infrastructures? Sur tous les plans. C'est ça que le colon a réussi à nous faire comprendre. La science aujourd'hui... En fait, je veux dire que si on discute, sur le plan des infrastructures, il doit y avoir des vestiges. C'est exactement ça, parce que le colon veut nous faire croire qu'il y avait des villages, des enclos, des huttes, etc. C'est que nenni. Si on prend des villages de Djenné avec les grandes infrastructures, les grandes mosquées bâties... Oui, Tombouctou, Djenné, là, les vestiges sont là. Mais je parle des universités dont vous parlez, dans le Fouta, dans le Djolof, dans le Cayor. Il y avait de grandes universités avec des infrastructures. Ils ont été brûlés. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'universités qui ont été brûlées. Les documents, si on prend exemple... Je parle des infrastructures, des bâtiments, oui, mais une université, c'est pas forcément un bâtiment avec 50 étages ou 10 étages. Non, en fait, non. Par rapport à Djenné, on voit la mosquée. Tombouctou, on voit la mosquée. Vous voyez, les tatas de Yang Yang, on voit par exemple. Mais je veux dire par rapport à... Vous êtes en train d'illustrer ce que nous sommes en train de dire, à savoir qu'il existait des universités avec des infrastructures qui ne sont pas toujours à l'image des infrastructures à l'image de celle de Djenné ou celle de Gao, etc. Mais les infrastructures existaient, et ce n'est pas forcément des bâtiments construits sur 50 ou 10 étages. Non, mais c'était à l'époque, on ne pouvait pas parler mais l'université de Pire, par exemple, qui a été brûlée, c'est une université qui peut-être les bases structurelles ou infrastructurelles ne sont plus là parce que brûlées, n'est-ce pas? Mais c'est des universités qui existaient bel et bien, qui existait l'université de Abdoulaye Niasse, qui a formé énormément de disciples qui sont partis partout dans le monde, à commencer par Cheikh Ibrahima Niasse, partout dans le monde, qui a dirigé Al-Azhar d'Égypte, au Caire. C'était des universités. Ils ont été déportés. Les ouvrages ont été brûlés et les marabouts, enfin... Oui, c'est d'accord, mais ces foyers religieux-là existent jusqu'à maintenant. Oui, c'est Dara, en fait, là où on a installé ces foyers religieux. On peut dire que jusqu'à maintenant, il y a ces foyers religieux-là. Non. Oui, à Kaolack, il y a des foyers... Ils ont été déportés. Non, je parle de ces foyers. Ils sont toujours des foyers religieux. Oui, en fait, on parle d'université, on parle de Dara. Pas forcément de famille, etc. Les grandes universités ont été brûlées. On enseigne le Coran là-bas, on enseigne les sciences islamiques là-bas. Et puis, à un certain moment, ils vont fréquenter les grandes universités. Ils reviennent... Justement, on le fait comprendre que ils vont fréquenter les grandes universités, ils reviennent. Non, que nenni. Il y avait des grandes universités qu'ils ont fréquentées. Ils sont sortis avec de grands savoirs et effectivement, ils échangeaient des étudiants. C'est ça, en fait, la réalité historique. La réalité historique, ce n'est pas de petits daras comme maintenant, où l'élève sort avec des connaissances monifrétines en islam et qui part à l'extérieur revenir avec de nouvelles idées de l'islam. C'est ça, en fait, la réalité. Parce que quand c'est... Qu'est-ce que vous appelez nouvelles idées de l'islam? Justement, parce que, et ça, c'est une politique de la colonisation. Les ouvrages ne pouvaient plus venir de l'extérieur. Il y avait un embargo sur tout ce qui est une censure, sur tout ce qui est ouvrage. Donc, les ouvrages ne pouvaient plus parvenir aux populations autochtones. Et les maîtres coraniques étaient triés sur le volet, et ceux qui détenaient le savoir, on ne leur donnait pas l'autorisation. Et ça, c'est écrit noir sur blanc par le Coran. Aujourd'hui, vous parlez de nouvelles idées, de gens qui viennent avec de nouvelles idées. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils ont réussi à tuer l'essence même de l'islam dans l'œuf. C'est ça qu'ils ont réussi à faire. Maintenant, à partir de 1948, 49, 50, etc., quand des jeunes étudiants sont sortis, ont eu la possibilité de sortir, surtout avec l'indépendance,
ils sont revenus avec un nouveau savoir, enfin le savoir islamique, et ce savoir commençait à trancher avec l'islam autochtone. C'est pourquoi, effectivement, aux yeux de la population, c'était un savoir nouveau. C'est un savoir qui divorçait avec des pratiques et des savoirs qui étaient. Or, ces savoirs existaient auparavant. Et du fait de la colonisation, on a cherché à rompre le cordon ombilical entre les populations locales et l'islam qui régissait le monde un peu partout. Donc, c'est ça le danger. Donc, vers les années 60, quand ces populations sont revenues effectivement d'Égypte, sont revenues de l'Arabie Saoudite, des pays arabes, pour les populations locales, c'était un islam nouveau. Pour les populations, oui. En réalité, ce n'était pas un islam nouveau. Ce n'était pas un islam nouveau. C'est un islam qui se trouve dans le Coran, qui se trouve dans les préceptes de l'islam. C'est l'islam qui te demande, n'est-ce pas, de ne pas, en fait, d'être régi tant sur le plan de la loi, sur le plan de l'administration, sur le plan de la chefferie, etc., par les préceptes de l'islam. Or, par rapport à la colonisation, non, l'islam doit s'arrêter aux 5 piliers. Et le reste, c'est l'école qui le prend en charge, les valeurs, etc. Donc, nos élites, à la fin de leur cursus, ils partent en France, ils reviennent et ils gèrent la société, ils gèrent les lois, etc. Merci beaucoup, M. Mbengue. C'est la fin de l'émission. C'était vraiment passionnant. C'était un réel plaisir. Nous pensons aussi que le sujet n'est pas du tout épuisé. Peut-être que la prochaine fois, on reviendra pour de plus amples détails. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de Jotna TV, c'est la fin de ce numéro 6 de Café Patriotique. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité.